Studio Minuit présente les 5 premières minutes. Les voyages de Gulliver. Voyage à Lilliput de Jonathan Swift. Les voyages de Gulliver est un roman satirique écrit par Jonathan Swift en 1721. Son héros, Lemuel Gulliver, chirurgien de marine, navigue vers Bristol. Après un naufrage, il se trouve sur l'île de Lilliput dont les habitants, les Lilliputiens, ne mesurent qu'environ 15 cm de haut. Par plusieurs aspects, la société lilliputienne semble bien plus avancée que l'Angleterre de l'époque, bien que les peuples passent leur temps à faire la guerre. Après bien des aventures, Gulliver découvre l'origine de la guerre entre Lilliput et Blefuscu, qui est l'île voisine. Un roi a voulu imposer le côté par lequel devaient être cassés les œufs à la coque, d'où le nom des partisans de chaque doctrine, les gros boutistes et les petits boutistes. À la fin du récit, Gulliver doit fuir Lilliput pour Blefuscu. En effet, en ayant refusé d'asservir les Blefuscuiens, vaincus et surtout à la suite d'un complot fomenté par le grand amiral et certains ministres lilliputiens, il perd les grâces de l'empereur. S'il restait, il se risquerait à une sentence d'arrachement de ses yeux, l'empereur ayant atténué la peine prévue par les ministres, la mort. Il parvient finalement à retrouver un navire au large pour retourner en Angleterre. Chapitre 1er. L'auteur rend un compte succinct des premiers motifs qui le portèrent à voyager. Il fait naufrage et se sauve à la nage dans le pays de Lilliput. On l'enchaîne et on le conduit en cet état plus avant dans les terres. Mon père, dont le bien, situé dans la province de Nottingham, était médiocre, avait 5 fils. J'étais le 3e, et il m'envoya au collège d'Emmanuel à Cambridge à l'âge de 14 ans. J'y demeurai 3 années, que j'employais utilement. Mais la dépense de mon entretien au collège était trop grande. On me mit en apprentissage sous M. Jack Bates, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai 4 ans. Mon père, m'envoyant de temps en temps quelques petites sommes d'argent, je les employais à apprendre le pilotage et les autres parties des mathématiques les plus nécessaires à ceux qui forment le dessein de voyager sur mer, ce que je prévoyais être ma destinée. Ayant quitté M. Bates, je retournai chez mon père, et tant de lui que mon oncle Jean et de quelques autres parents, je tirai la somme de 40 livres sterling par an pour me soutenir à Leyde. Je m'y rendis et m'y appliquai à l'étude de la médecine pendant 2 ans et 7 mois, persuadé qu'elle me serait un jour très utile dans mes voyages. Bientôt, après mon retour de Leyde, j'eus, à la recommandation de mon bon maître M. Bates, l'emploi de chirurgien sur l'Hirondelle, où je restai 3 ans et demi sous le capitaine Abraham Pannell, commandant. Je fis pendant ce temps-là des voyages au Levant et ailleurs. À mon retour, je résolus de m'établir à Londres. M. Bates m'encouragea à prendre ce parti et me recommanda à ses malades. Je louai un appartement dans un petit hôtel situé dans le quartier appelé Old Jerry. Et bientôt après, j'épousai mademoiselle Mary Burton, seconde fille de M. Edward Burton, marchand dans la rue de Newgate, laquelle m'apporta 400 livres sterling en mariage. Mais mon cher maître, M. Bates, étant mort 2 ans après, et n'ayant plus de protecteur, ma pratique commença à diminuer. Ma conscience ne me permettait pas d'imiter la conduite de la plupart des chirurgiens, dont la science est trop semblable à celle des procureurs. C'est pourquoi, après avoir consulté ma femme et quelques autres de mes intimes amis, j'ai pris la résolution de faire encore un voyage de mer. Je fus chirurgien successivement dans 2 vaisseaux, et plusieurs autres voyages que je fis, pendant 6 ans, aux Indes orientales et occidentales, augmentèrent un peu ma petite fortune. J'employais mon loisir à lire les meilleurs auteurs anciens et modernes, étant toujours fourni d'un certain nombre de livres. Et quand je me trouvais à terre, je ne négligeais pas de remarquer les mœurs et les coutumes des peuples, et d'apprendre en même temps la langue du pays, ce qui me coûtait peu, ayant la mémoire très bonne. Le dernier de ces voyages, n'ayant pas été heureux, je me trouvais dégoûté de la mer,
et je pris le parti de rester chez moi avec ma femme et mes enfants. Je changeai de demeure et me transportai de l'Algerie à la rue de Fetter Lane et de là à Wapping, dans l'espérance d'avoir de la pratique parmi les matelots. Mais je n'y trouvai pas mon compte. Après avoir attendu 3 ans, et espéré en vain que mes affaires iraient mieux, j'acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Pritchard, prêt à monter l'Antelope et à partir pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol le 4 de mai 1699 et notre voyage fut d'abord très heureux. Il est inutile d'ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers. C'est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête dont la violence nous poussa vers le nord-ouest de la terre de Van Diemen. Par une observation que je fis, je trouvai que nous étions à 30 degrés 2 minutes de latitude méridionale. 12 hommes de notre équipage étaient morts par le travail excessif et par la mauvaise nourriture. Le 5e de novembre, qui était le commencement de l'été dans ces pays-là, le temps étant un peu noir, les mariniers aperçurent un roc qui n'était éloigné du vaisseau que de la longueur d'un câble. Mais le vent était si fort que nous fûmes directement poussés contre l'écueil et que nous échouâmes dans un moment. 6 de l'équipage, dont j'étais un, s'étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du roc. Nous allâmes à la rame environ 3 lieues, mais à la fin, la lassitude ne nous permit plus de ramer. Entièrement épuisés, nous nous abondâmes au gré des flots, et bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord. Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, ni de ceux qui se sauvèrent sur le roc ou qui restèrent dans le vaisseau, mais je crois qu'ils périrent tous. Pour moi, je nageai à l'aventure et fus poussé vers la terre par le vent et la marée. Je laissai souvent tomber mes jambes, mais sans toucher le fond. Enfin, étant près de m'abandonner, je trouvai pied dans l'eau. Et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible, je marchai une demi-lieue dans la mer avant que j'eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison ni aucun vestige d'habitants, quoique ce pays fût très peuplé. La fatigue, la chaleur et une demi-pinte d'eau de vie que j'avais bu en abandonnant le vaisseau, tout cela m'excita à dormir. Je me couchai sur l'herbe, qui était très fine, où je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil qui dura 9 heures. Au bout de ce temps-là, m'étant éveillé, j'essayai de me lever, mais ce fut en vain. Je m'étais couché sur le dos. Je trouvais mes bras et mes jambes attachés à la terre de l'un et de l'autre côté et mes cheveux attachés de la même manière. Je trouvais même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps, depuis mes aisselles jusqu'à mes cuisses. Je ne pouvais que regarder en haut. Le soleil commençait à être fort chaud et sa grande clarté blessait mes yeux. J'entendis un bruit confus autour de moi. Mais dans la posture où j'étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche. Et cette chose, avançant doucement sur ma poitrine, montait presque jusqu'à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de 3 pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos. J'en vis en même temps au moins 40 autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Il en eut même quelques-uns, comme je l'ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu'ils firent en sautant au-dessus de mon corps à terre. Néanmoins, ils revinrent bientôt, et l'un d'eux, qui eut la hardiesse de s'avancer si près qu'il fut en état de voir entièrement mon visage, levant les mains et les yeux par mon espèce d'admiration, s'écria d'une voix aigre mais distincte. « Etina Tétil !» Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots, mais alors je n'en compris pas le sens. J'étais pendant ce temps-là étonné, inquiet, troublé, et tel que serait le lecteur en pareille situation. Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ?
N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.